7h43 alors donc la Commission européenne a rappelé la France à l'ordre vendredi. Elle prévoit un déficit public de 3,7% cette année et une croissance quasiment nulle. Ces prédictions, assorties d'une incitation à la rigueur, mettent le gouvernement face à ses responsabilités, d'autant que la Cour des comptes y a mis du sien il y a 2 semaines en invitant le gouvernement à freiner davantage les dépenses publiques. Alors François Hollande et son gouvernement doivent donc répondre encore une fois à la même question. Faut-il réduire absolument les dépenses publiques ou investir ? Pour parler de toute cette actualité politique et économique, l'invité politique de la semaine, Thierry Breton, bonjour. Thierry Breton, vous allez nous apporter quelques éclairages. Je rappelle que vous êtes entre autres, par exemple, l'auteur en 2007 d'un antidette publié chez Plomb. En tout cas, vous êtes depuis 2009 président-directeur général d'Atos, l'un des 10 plus grands acteurs des SSII. Société de services en ingénierie informatique au niveau mondial, un des plus gros groupes. Vous avez dirigé Thomson de 1997 à 2002, puis France Télécom jusqu'en 2005, avant de devenir ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de Nicolas Sarkozy entre de Jacques Chirac, pardon, oui, c'est justement après que vous n'étiez plus au pouvoir ni aux manettes entre 2005 et 2007. Mais justement, enfin, lapsus révélateur, parce qu'on se souvient tout de même que quand vous étiez ministre de l'économie, justement, de Jacques Chirac, vous aviez dans un souci au fond d'équité politique, d'équilibre politique, vous aviez commandé un rapport qui fut célèbre le moment où il fut rendu à Michel Pébreau sur le rapport sur la dette publique. Il fut célèbre, commenté. Il y avait dans cette commission notamment un certain Didier Migaud qui déjà au fond fustigeait l'excès de dépenses de l'État quant justement à ces entreprises publiques. Et puis, vous n'êtes plus du tout aux commandes ni aux manettes dès que Nicolas Sarkozy devient président de la République, et on oublie à nouveau un peu, au fond, de parler de la dette. Est-ce que, finalement, ce retour, si j'ose dire, sur la dette aujourd'hui, notamment par la bouche d'un Didier Migaud, vous surprend aujourd'hui? Et est-ce que tout de même, vous pensez que c'est, par exemple, à la Cour des comptes de quasiment, au fond, faire des injonctions d'ordre quasiment politique, tout de même, Thierry Breton? Je vous parle à l'ancien ministre également. Oui, alors... Puisque vous revenez, mais vous avez raison de revenir un petit peu en arrière, parce qu'au fond, la dette de la France, la dette de l'Europe, je du reste beaucoup apprécié les deux chroniques précédentes où on voit d'un côté la problématique de l'équité et la répartition de la richesse en Europe, et puis de l'autre côté sur les territoires, et au fond où sont les frontières dans vos deux chroniques. Revenir sur l'histoire actuelle et l'histoire économique que nous vivons aujourd'hui, c'est se pencher automatiquement sur la dette, puisque l'une des causes, précisément, de la situation dans laquelle nous sommes, et des mesures extrêmement difficiles, et on va y revenir au cours de cette émission, que nous sommes appelés à prendre, trouve son origine, sa racine, dans précisément la création, la constitution des dettes européennes, et en particulier de la dette française. Et lorsque je rejoins le gouvernement en février 2005, à la demande de Jacques Chirac, très vite, je me rends compte, j'essaie de regarder nos marges de manœuvre, et je me rends compte que d'ores et déjà, l'ensemble de l'impôt des Français, ce fameux IRPP, est entièrement absorbé, on est en 2005, est entièrement absorbé par le paiement des intérêts de la dette française. On est alors qu'à peu près 1100 milliards. C'est l'inverse, au fond, de ce qu'il devrait produire, dites-vous. Voilà, et il sert uniquement à payer le passé. Et donc je me dis, c'est plus possible pour le ministre des Finances que je suis. Le ministre des Finances, vous savez, il doit plutôt dire non que oui, c'est son rôle. Eh bien, il faut que je me crée un rapport de force vis-à-vis de l'écosystème politique dans lequel je suis. Je ne suis pas moi-même un politique stricto sensu, au sens où l'entend Nicolas Sarkozy. On avait des débats tous les deux. Il me disait toujours, tu sais, être politique, c'est un métier. Être ministre, c'est un métier. Je lui disais, non, c'est une mission. C'est une mission momentanée. On s'opposait sur ce thème. Et moi, je disais, eh bien, il faut, dans cette période de ma vie où je vais servir les finances de mon pays, il faut que je me crée un rapport de force avec l'opinion. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé tout de suite à Michel Pébreau, on a travaillé ensemble sur la constitution de cette fameuse commission, vous la rappeliez tout à l'heure,
je l'ai voulu à l'époque transpartisane, de façon à ce que ce soit une mission de la nation. Alors il y avait effectivement Didier Migaud, il était à l'époque, on s'en souvient peut-être, président de la commission. Il n'était pas encore président de la commission du reste. Il était le spécialiste des finances du Parti socialiste et des finances publiques. Il y avait également Gilles Carrez, mais il y avait aussi Nicole Notat, il y avait M. Herzog qui venait du Parti communiste, il y avait M. Le Digou qui venait de la CGT. On avait voulu quelque chose de transpartisan, de façon à avoir un regard, à porter un regard sur cet État. Et puis derrière, eh bien, de prendre les mesures et prendre l'opinion à partie pour lui dire que ça ne pouvait plus durer. Et ça m'a permis, précisément, pour la première fois depuis 30 ans, de baisser l'endettement de la France de 2,7 points par rapport au PIB, pour montrer que c'était faisable. On pouvait le faire sans drame social. Hélas, effectivement, vous le rappelez tout à l'heure, à partir de 2007, on inverse. Et on le sait, pendant le quinquennat qui va suivre, la dette de la France va augmenter de plus de 50%, passant de 1200 milliards à 1800 milliards. Donc là, vous contestez un discours dominant qu'on entend tous les jours. C'est que si la France en est là où elle en est aujourd'hui, au niveau de son endettement, au niveau de ses déficits, c'est parce que tous les pouvoirs, tous les gouvernements ont laissé filer depuis 30 ans, et notamment encore plus depuis 10 ans. Or, vous étiez, vous, dans les 10 ans. Vous le contestez, ça ? Je le conteste, puisque précisément... Alors, c'est la faute à qui ? Je le conteste parce que c'est vrai, c'est globalement vrai sur la durée, c'est incontestable. Je le conteste parce que... et encore une fois, vous m'invitez à le dire, donc je le dis avec beaucoup de prudence et de modestie, parce que c'est excessivement difficile. Je le conteste parce que ça a été l'axe cardinal de la politique que j'ai conduite lorsque j'étais à Bercy. Réduire l'endettement, non pas par plaisir, mais tout simplement parce qu'il suffit de se projeter, et je voyais arriver, avec mes collaborateurs, je voyais arriver ce mur du refinancement, car une dette, au fond, il faut que nos auditeurs s'en rendent compte, c'est pas un emprunt infini. Une dette, la dette de la France, sa maturité, c'est en moyenne de 7 ans. Ça veut dire que tous les ans, il faut refinancer 1/7 du stock de dette. C'est-à-dire qu'il faut aller devant les marchés et aller finalement reproposer 1/7 du stock de la dette à refinancer. Et ma crainte, c'était précisément que ce montant de refinancement soit tel que l'on se mette dans les mains des marchés et que la démocratie soit totalement affaiblie pour finalement perdre son pouvoir souverain devant un budget dans les mains et les transférer dans les mains des marchés financiers. Pour vous poser une question directement politique, quand François Hollande dit si on en est là où on en est, c'est la faute à mon prédécesseur, on a l'impression que c'est ce que vous dites là. Mais il a parfaitement raison, c'est effectivement la faute de son prédécesseur comme des précédents, mais c'est vrai aussi que comme des précédents, donc ça vous concerne aussi. Mais encore une fois, regardez les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Je vois très bien ce que vous voulez me faire dire, mais je ne peux pas vous dire autre chose que ça a été la première fois en 30 ans qu'on a baissé l'endettement et qu'on est revenu en excédent primaire en 2006. Mais la question, c'est qu'il a raison. Pourquoi ? Parce que sur les 600 milliards d'augmentation de la dette de la France entre 2007 et 2012, le fameux monsieur Migaud, Didier Migaud, qui maintenant, après avoir été président de la commission des finances, membre de la commission Pébro, et puis maintenant se retrouve donc premier président de la Cour des comptes, eh bien, la Cour des comptes, effectivement, commence à regarder et il nous indique que sur les 600 milliards d'endettement qui ont été créés... Elle fait plus 200 milliards, elle demande. Non, elle dit d'abord sur l'analyse pour répondre à la question. 200 milliards proviennent de la crise et 400 milliards de la politique qui a été menée. Donc, effectivement, on voit qu'il y a eu un emballement de cet endettement et que maintenant, eh bien, on est de nouveau, et c'est ce qui m'inquiète à titre personnel, dans la main des marchés financiers. Imaginons que vous soyez ministre de l'économie aujourd'hui, Thierry Breton, est-ce que vous accepteriez, vous prendriez bien, vous, que la Cour des comptes vous montre du doigt et vous dit ce qu'il faut faire. Mais où est la part du politique tout de même? Mais il faut voir. Là encore, l'histoire. Vous savez, l'économie, c'est aussi l'histoire. L'histoire nous apprend ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années. En particulier, le fait que d'abord, nous avons signé un traité au mois de mars 2012 qui nous force désormais, nous oblige, tous les pays tous les pays européens, sauf du reste la Grande-Bretagne et nos amis tchèques, qui nous oblige à revenir vers un équilibre structurel, donc à un horizon qui appartient aux États de définir. Deuxièmement, qu'est-ce que dit ce traité? Et en particulier pour la France, qui a été voté, y compris par cette majorité, eh bien, il dit que désormais, il appartient à un haut conseil des finances publiques, présidé par qui? Ben tiens, le même, Didier Migaud, qui est lui aussi et par ailleurs premier président de la Cour des comptes. Donc c'est le même Didier Migaud, donc que nos politiques de droite comme de gauche ont désigné comme étant l'homme qui allait présider la haute commission des finances publiques de la France pour nous dire
pour dire à l'opinion publique, pour dire à la représentation nationale, pour dire à la Commission européenne, pour dire aux acteurs financiers, pour dire au marché, si oui ou non, les perspectives de croissance de la France sont crédibles ou non, si les perspectives de retour à moyen terme sont atteignables ou non, et si on s'écarte de l'objectif. Donc on a bien donné collectivement le pouvoir au premier président de la Cour des comptes de nous dire le bien ou le mal en matière de finances publiques. Stéphane Rosès, qui reste à Breton, on entend par vos termes même que vous présentez les choses sur la réduction de la dette comme une bataille, notamment une bataille à l'égard de l'opinion. Et donc vous dites ce qu'a été votre part dans cette bataille. Et en même temps, vous constatez que sur la longue période, il y a un problème de la France. Est-ce que vous ne croyez pas que le problème vient de ce que justement l'opinion peut entendre intellectuellement, ce que vous voulez dire, et la nécessité de réduire la dette? D'ailleurs, elles le disent dans les sondages. Absolument. Maintenant, la dette n'est plus quelque chose d'imaginaire. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un problème de méthode? Car sans doute pour réduire la dette, il faut réformer le pays. Et là, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté justement dans la façon de mener la bataille de l'opinion? Est-ce que vous ne croyez pas qu'en disant la réduction de la dette est une finalité pour la nation, ça n'assèche pas l'imaginaire français, ça n'entraîne pas ce que Jacques Chirac appelait en 95 le conservatisme des Français? La dette, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Thierry Breton. C'est une excellente question. La dette, d'abord, c'est un rapport au temps. Ne l'oublions jamais. La dette nous permet d'acheter du temps. On achète du temps pour quelque chose. Les Allemands, en particulier, se sont très endettés. Juste après la réunification. Ils ont acheté du temps pour refinancer la mise à niveau des 3 Länder, des pays d'Europe de l'Est. Pendant le même temps, la France a acheté du temps. Mais pour financer un régime de protection sociale qu'elle n'avait pas les moyens de financer sur ses ressources propres. Chacun a fait un choix politique. Désormais, la dette, elle est là. Et je reviendrai sur un terme. Il ne s'agit pas d'une bataille contre l'opinion. On ne se bat pas contre l'opinion. On se bat contre un fardeau aujourd'hui, qui est un héritage collectif, et qui nous empêche de maîtriser notre destin de façon démocratique. Je vous prends un exemple. Le budget de la France est plus de 300 milliards d'euros. À partir de l'année prochaine et de cette année, c'est entre 200 et 250 milliards d'euros qu'il faut aller chercher sur les marchés tous les ans. C'est-à-dire pratiquement l'équivalent du budget de la France. Il faut aller le demander, j'allais presque le dire parce que je trouve ça humiliant en tant qu'ancien acteur public. Il faut aussi se mettre en situation de le quémander. On sait que si on rate une émission, alors c'est tout le système qui peut partir, qui peut partir cul par-dessus tête. On l'a vu en Italie, on l'a vu en Espagne, et effectivement, tout le sujet, c'est de maintenir la cohésion et de maintenir le pouvoir là où il doit être, c'est-à-dire dans les mains du peuple souverain. Mon problème, quand je me lance dans ce combat, c'est pas encore une fois une bataille contre l'opinion, c'est d'expliquer, souvenez-vous, à l'époque on n'est qu'à 1100 milliards de dettes, on n'est pas à 1800. Vous avez peut-être entendu parler de ce livre que je trouve formidable, This Time is Different, cette fois c'est différent, de Kenneth Rogoff et Martha Reinhardt, qui ont fait une analyse extrêmement exhaustive des crises financières dans les 200 dernières années. Et ils démontrent, de façon empirique certes, mais ils démontrent que à chaque fois qu'un pays atteint ou dépasse les 90% d'endettement, alors il perd sa souveraineté et il rentre en récession de façon durable. Et donc, mon problème, on était à l'époque à 62%, c'était de ne jamais atteindre les 90. Eh bien, nous y sommes aux 90. Et donc, il faut maintenant apprendre à vivre, hélas, sur une période qui va être assez longue, je pense personnellement, jusqu'à la fin de la décennie, avec une croissance atone en France et vraisemblablement en Europe. Il va falloir donc trouver des moyens différents de vivre ensemble dans ce nouveau contexte. Une dernière question de fin de première partie, très vite, Hubert Bertas. On va essayer d'aller très vite parce qu'elle est grave, cette question. Cette situation, elle crée des tensions. Bien sûr. Donc, il faut faire face à l'endettement, mais il faut faire face aussi aux tensions qui sont créées, qui créent une montée du populisme. Mais comment on en sort là? Alors, en 3 mots, Thierry Breton, nous aurons le temps de débattre. Je vais vous dire en un mot, une seule solution. Nous redonner du temps. Nous redonner du temps. Nous redonner du temps. Nous sommes prisonniers aujourd'hui dans une contrainte de temps beaucoup trop courte. Personnellement, depuis maintenant 3 ans, je milite ardemment
pour qu'on ne se donne pas un horizon d'atterrissage des finances publiques. 2017, l'équilibre, c'est trop. Ça ne tiendra jamais. Et donc je pense qu'il faut nous redonner du 2020 et le dire très vite. Plutôt que de courir après l'événement, d'attendre qu'on nous dise 3% cette année, ah ben non c'est 3% l'année prochaine, ah ben non c'est 3%. Vraiment, je crois que aujourd'hui la responsabilité publique et la responsabilité économique, c'est de dire que l'atterrissage de la France, ce sera 2020 et pas avant. Mais à partir du moment où on a fait accepter ce laps de temps, eh bien oui, je dirais comme Didier Migaud, y loger les réformes nécessaires et socialement acceptables. 8h et presque 17 minutes. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Vinchel. L'œil rivé sur les 3%. Eh bien oui, parce que vous vous souvenez que le retour progressif des finances publiques à l'équilibre au cours du quinquennat, et à 3% dès cette année, faisait partie des engagements solennels du candidat François Hollande lors de sa campagne présidentielle de l'an dernier. C'était l'engagement numéro 9. Il était donc dans les 10 premiers. On sait maintenant que cet objectif sera donc inatteignable. Nous serons au mieux à 3,5% cette année, et la Commission de Bruxelles juge que cela pourrait être encore pire l'an prochain. À politique inchangée, elle table en effet sur un dérapage de nos finances publiques de 3,5 à 3,9% du PIB. Alors que le ministre des Finances s'accrochait à sa prévision de croissance de 0,8%, celle-ci, la croissance sera inexistante cette année. Les recettes fiscales s'avèrent donc inférieures à ce qui était attendu. Dans ces conditions, les doutes montent sur le fait que notre pays puisse conserver longtemps le bénéfice de taux d'intérêt exceptionnellement bas. Le patron d'AXA, dans le Wall Street Journal ce week-end, s'inquiète des effets de cette incapacité à maîtriser la dépense publique. Selon Henri de Castres, l'attractivité de la France ne peut que souffrir de taux d'imposition sur les sociétés 1,5 fois supérieurs à la moyenne européenne, et de s'inquiéter de l'attractivité de notre pays. Au début de ce mois, l'étude KPMG sur l'attractivité des grandes métropoles avait d'ailleurs rétrogradé la région parisienne du 6e au 10e rang mondial pour l'accueil des investissements. Londres est devenue, et de très loin, la première destination des investisseurs dans le monde, suivie de Hong Kong, Shanghai et New York. L'avis du patron d'AXA est important puisque l'assureur est le deuxième plus gros détenteur de dette publique française. De son côté, le patron de l'assureur allemand Allianz, Michael Dickmann, prévient que son groupe, je cite, « va revoir en détail son exposition aux risques français ». Sommes-nous menacés par une dérive à la grecque ? Cette spirale infernale où le coût de la dette publique devenu insupportable entraîne l'exigence de coupes drastiques dans les budgets publics et de hausse continuelle des impôts ? On se rassurera à peu de frais en rappelant que la France n'est pas un cas isolé dans la zone euro. Partout, la croissance y est en berne. Les pays du sud de la zone afficheront des résultats économiques encore pires que les nôtres. Moins 1,4% en Espagne, moins 1,9% au Portugal, moins 4,4% en Grèce. Et les déficits publics de la Grande-Bretagne à 7,4% qui vient de perdre son double A et des Pays-Bas à 3,6% sont pires que les nôtres. Mais ce qui est inquiétant dans le cas de la France, c'est la tendance. Jusqu'aux années 80, la dépense publique chez nous en pourcentage de PIB était inférieure à celle de la moyenne de l'actuelle zone euro. Depuis les années 90, elle est devenue supérieure et de plus en plus supérieure. L'écart par rapport à la moyenne chez nos voisins européens hors France est passé de 2 points de PIB en 92 à 4,5% de points en 96-98, puis elle a progressé jusqu'à 8 points en 2011-2012. Aujourd'hui, cet écart est de 9 points de PIB. Les dépenses publiques pèsent de 47,1% dans la zone euro, 47,1% dans la zone euro, contre 56,3% en France. C'est bien sûr insoutenable, parce que ce niveau de dépenses fait peser sur l'économie un poids disproportionné. Les gouvernements se suivent, mais leur réponse au défi est toujours le même, augmentation des impôts, aggravation de la dette. Selon Christian Saint-Etienne, l'économiste à qui j'emprunte ces données, nous venons de vivre 20 ans de dérive. Elles se traduisent par un niveau d'endettement public qui est passé de 21% du PIB à la fin des années 70 à 36% à la fin des années 80, 59% à la fin des années 90, et nous dépasserons les 90% cette année pour atteindre probablement les 95% l'an prochain. Dans son livre qui vient de paraître, donc France état d'urgence, Christian Saint-Etienne dresse un état des lieux alarmant de la situation de la France. Je le cite, « La perte de compétitivité de la France est globale depuis 20 ans, économique, politique et culturelle. En cause, je le cite encore, un État hiérarchique et inefficace,
Un système politique déresponsabilisant, un système social dispendieux et décourageant l'effort, et un système éducatif qui se contente trop souvent d'une bienveillante médiocrité. Le système productif implose, le chômage gangrène la société, l'explosion haineuse est proche, écrit toujours Christian Saint-Étienne. Alors Thierry Breton, est-ce que ce tableau vous semble réaliste ou exagérément pessimiste, comme on nous le rapproche souvent ici? La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Thierry Breton. Il est à tout le moins très gris, votre panorama. Il se met à neiger en plus. Oui, donc là, tout ça, non, un lundi matin, je trouve que c'est quand même très indigeste pour nos auditeurs, même si évidemment... il vaut mieux cacher la vérité, comme le font souvent les politiques. Non, je crois que maintenant, vous savez, je crois que tout le monde est bien conscient de la situation. Je voudrais réagir sur 2 ou 3 petits points que vous avez évoqués dans votre chronique, qui est très complète. Le premier, c'est d'abord cette campagne présidentielle, au cours de laquelle vous avez rappelé que l'un des engagements du candidat François Hollande, je crois que vous avez cité le 9e, oui, si je vous ai bien entendu, ça m'avait échappé. Vous avez eu l'impression d'y apporter une importance particulière. Les 10 premiers en général, on fait attention, les autres, on oublie. Ce 9e était en réaction à l'engagement du candidat Nicolas Sarkozy, qui lui avait indiqué qu'il voulait revenir à 2016 pour l'équilibre, ce qui était totalement infaisable. Et effectivement, dans cette espèce de course auquel se sont livrés les 2 candidats, on s'en souvient encore, l'un a dit 2016, l'autre a dit, puisque c'est ça, je mettrai 2017. On sent bien effectivement que s'il avait dit 2018 ou 2019, il se serait fait taxer d'un certain laxisme. Et on voit là, finalement, pardon de le dire comme cela, l'absurdité dans laquelle nous sommes rentrés. C'est-à-dire faire en sorte que des éléments aussi contraignants, aussi engageants, sur lesquels, au fond, on a peu d'actions dans la durée, telles que la réduction de la dette sur le moyen ou très long terme, on voit que de mettre ce sujet qui est aussi important pour l'avenir des Français, vous l'avez rappelé en creux, au fond, dans votre chronique, avec toutes les conséquences que ceci a sur nos compatriotes. On voit que de mettre ces enjeux en termes d'enjeux politiciens, peut effectivement amener des vieux États démocratiques comme la France, peut-être potentiellement, et là aussi on le lit en creux dans votre tribune, à des conséquences dramatiques. Je vais m'expliquer. Au fond, on le disait tout à l'heure, le problème c'est de nous redonner du temps pour revenir à un système acceptable d'un point de vue démocratique. En d'autres termes, ne pas faire en sorte, comme le dit le président d'AXA, je trouve qu'il aurait dû dire du reste ce qu'il a dit, ça aurait été bien qu'il le dise aussi il y a 2 ou 3 ans, parce que la dérive, on la voyait déjà. Et on ne les a pas assez entendus, me semble-t-il. Tous ceux qui ont finalement eu une responsabilité là où ils étaient dans ce qui se passe aujourd'hui. Car au fond, c'est vrai que pour 65% de la dette de la France, nous dépendons des créanciers non français. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'il va falloir d'ores et déjà, et on le voit bien dans les postures de nos hommes politiques, qu'ils soient en campagne ou qu'ils soient ensuite en activité, en exercice, il faut pouvoir rassurer les marchés, les séduire et leur donner la visibilité et donc de la confiance, puisque la confiance, c'est la contrepartie à des taux d'intérêt pas chers. Et aujourd'hui, on voit que cette confiance, pour pouvoir la donner, ça passe par ces fameux 3%, moins 3%. Ces moins 3%, là aussi, vous le dites en creux dans votre chronique, finalement, on se demande pourquoi ils sont là. Ils sont là parce que c'est un élément vers, à moyen terme, vers ces fameux 0%. Ou plutôt, cet équilibre des déficits structurels. C'est-à-dire hors impact extraordinaire dû à la conjoncture. Et c'est là où je veux en venir. Je pense que ce qui est important dans la décision qui a été prise collectivement par l'ensemble des pays européens au mois de mars 2012, c'est cette obligation de nous fixer une trajectoire. Donnons-nous le temps de la faire, de la réaliser. Les marchés, ce qui les inquiète, c'est si ce n'est pas réaliste. Vous parliez de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a soumis, avec M. Cameron, son peuple à un régime, pardon de cette expression triviale, mais un régime de cheval. C'est extrêmement difficile, ce qui se passe aujourd'hui en Grande-Bretagne. Il pensait donc, en bon élève qu'il était, garder son triple A. Et pourtant, il l'a perdu. Comme nous. Pourquoi l'a-t-il perdu ? Il l'a perdu parce que les agences de notation se rendent compte qu'à ce rythme, ça devient socialement inacceptable et que donc, finalement, l'objectif d'atteinte d'un équilibre
n'est pas réaliste. Donc vous voyez que finalement, il faut un jeu beaucoup plus subtil que cela. Et finalement, se donner, je le redis, une perspective à moyen terme pour pouvoir tranquilliser les marchés qui l'accepteront. Car ce qu'ils craignent aujourd'hui, c'est au fond, comme nous tous autour de cette table, comme tous les auditeurs qui nous écoutent, ce que nous craignons tous collectivement. On sent bien implicitement qu'il faut faire cet effort, mais on sent que si on tend trop sur la corde, alors ça peut être l'explosion. Ça peut être l'explosion, et là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Tendre sur la corde, ce qui veut dire, vous faites allusion plusieurs fois à des questions au fond sociales. Effectivement, alors réduire la dette publique, oui, mais alors faut-il la réduire, par exemple, en fiscalisant les allocations familiales, en gelant les retraites, et peut-être, comme Le Monde le disait il y a quelques jours, en réduisant ce que l'État réduise drastiquement les aides aux entreprises. Parce que la question sociale, elle est directement greffée à ces projets-là, fiscalisation d'allocations familiales et gel des retraites. Alors, il y a beaucoup de pistes dans votre question. Et au fond, on le voit bien. Et maintenant, ce dont il s'agit, c'est la méthode. Moi, je suis de ceux qui croient que les Français, lorsqu'ils ont voté pour François Hollande, ils ont voté finalement pour un homme, bien sûr, mais aussi pour une méthode. Moi, je crois que ce qui va se passer en Italie tout à l'heure, c'est au fond, finalement, que les Italiens, au-delà du caractère un peu, comment dirais-je, sans heurter personne, exotique, de certaines candidatures, je pense que les Italiens, le peuple italien, va voter aussi peut-être contre une méthode. Et on voit bien que ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est une méthode. Il y a eu la méthode Monti. Mario Monti est un homme très respectable, ancien président de la Bocconi, ancien commissaire, qui avait eu qui était du reste assez dur et idéologue. Je l'ai eu en face de moi lorsque j'étais président de France Télécom et qu'il a fallu que je me batte vraiment pour lui faire accepter la recapitalisation par l'État français d'une entreprise qui était en péril. Mais derrière cette méthode, elle l'a appliquée, et on voit que derrière, les peuples, finalement, ils veulent se donner, ils ont bien conscience. Nous avons bien conscience qu'il faut faire ces efforts, mais il faut se donner le temps et les moyens de le faire. Et pour revenir à votre question, c'est une vision qu'il nous faut. Après cette vision, eh bien effectivement, on va faire comprendre à nos compatriotes qu'il faudra faire des réformes. Et derrière, la vraie question... Vous ne me répondez pas. Les axes majeurs de la campagne de François Hollande étaient de parler de justice fiscale. Est-ce qu'il est juste, selon vous, de faire de l'impôt sur l'impôt, de fiscaliser les allocations familiales, qui sont déjà un produit de l'impôt? Il sera certainement nécessaire, là encore une fois, de revoir le fondement même, y compris familial, pour faire en sorte que ceux qui aient le plus de moyens puissent y contribuer le plus. En fond, l'impôt doit être en référence à la capacité contributive de chacun. Mais derrière cela, vous avez parlé d'un sujet qui est extrêmement important, qui est le sujet des retraites. Et derrière cela, et on le voit, et c'est là où je voulais en venir ce matin avec vous, c'est qu'on sent bien que devant l'insoutenabilité ou l'insoutenabilité peut-être sociale de certaines réformes, on voit bien qu'en sous-jacent, vous l'avez dessiné tout à l'heure dans vos chroniques respectives, il y a une Europe du Nord et une Europe du Sud qui se dessinent, et que derrière, il y a une Europe du Sud qui va vouloir nous dire, y compris dans laquelle je vais presque mettre l'Angleterre du reste, qui va presque vouloir nous dire, bien écoutez, une seule solution pour pouvoir répartir la charge des efforts, faisons repartir l'inflation. Et vous avez une Europe du Nord qui va dire plus jamais ça. Et au fond, on voit bien que la vraie rupture à laquelle il faut nous préparer et qu'il faut éviter coûte que coûte, c'est l'émergence de cette Europe du Sud qui va appeler, j'allais presque dire par facilité, parce que c'est plus facile de faire de l'inflation pour répartir précisément l'effort et finalement le faire payer aux épargnants et le faire payer à tout le monde que de faire des réformes ciblées qui sont difficiles. Alors, et une Europe du Nord qui va dire absolument pas. Il va falloir des hommes et des femmes, des consciences européennes pour tenir bon la barre parce que ça va tanguer. Vous parlez de Nord et de Sud, le géographe des matins veut du coup intervenir. Sylvain Kahn. Justement, moi je vais parler vraiment du très au Nord, puisque Thierry Breton, à propos de choix des peuples, vous évoquez le choix des peuples, le peuple islandais, par référendum, a refusé que l'État islandais recapitalise, rembourse les banques étrangères, en particulier hollandaises. Est-ce qu'on a bien fait, nous, en France et dans l'ensemble des pays d'Europe, de voler au secours des banques? Est-ce que l'immense endettement public que vous fustigez à juste titre aujourd'hui ne trouve pas là une de ces sources? Alors ça, c'est l'éternelle question. Thierry Breton. La solution est-elle de ne pas payer notre dette? Eh bien la réponse c'est non. L'Islande peut se le permettre car l'Islande
qui est un grand peuple, mais c'est un petit pays, peut évidemment se le permettre. L'Islande, c'est une province, et au fond, qui dépendait effectivement, vous le rappeliez, des banques hollandaises, mais aussi des banques britanniques. Et au fond, ils ont réglé leurs problèmes entre banques. Mais pardon de le dire aussi crûment. Et par une politique de rigueur terrible. Oui, les deux. Faut pas l'oublier non plus. Mais pardon de le dire autrement. Mais un pays comme la France qui ferait défaut se serait ruiné des dizaines de millions d'épargnants et de retraités, et ça, personne ne prendra jamais ce risque. Je crois qu'il faut dire à nos compatriotes que cette voie-là est une voie très utopiste et qu'on n'emploiera jamais. La voie de l'inflation, en revanche, je crains qu'on l'emploie. Stéphane Rosès. Oui, vous parliez de la nécessité d'une grande conscience européenne, de voix européenne permettant d'articuler la réforme nécessaire et son caractère soutenable par les peuples, sans doute en partant, on peut dire que c'est peut-être une des clés du succès de François Hollande à cette présidentielle, partant des modèles de chaque pays, de sorte de les réformer, ou sinon, effectivement, on périt. De ce point de vue-là, le dernier accord à Bruxelles, n'estimez-vous pas que c'est une terrible régression en termes de signes, en termes de politique européenne? Est-ce que vous pensez que du coup, c'est d'une crise qui pourrait être une crise relative d'un refus du Parlement européen que naîtrait nécessairement une mise à plat justement de ces politiques européennes? Vous parlez du budget, j'imagine. Du budget, oui. Alors le budget, vous savez, c'est un psychodrame, je l'ai vécu moi-même du reste lorsque j'étais au gouvernement, c'est un psychodrame qui a lieu de façon tous les 6 ans. Alors on recommence, on a de nouveau les Britanniques qui, quel que soit du reste le Premier ministre en place, qui font cette espèce de, n'ayons pas peur des mots, de chantage au fond. Donnez-moi mon rabais ou mon eau forte qu'elle va me forcer à quitter l'Europe. Et ça on le vit systématiquement. C'est vrai que c'est un peu... C'est un peu insoutenable au fond, hein, ce type de démarche. Et c'est tout sauf européen, c'est certain. Il n'empêche que tous les 6 ans, on revit le même psychodrame. Il n'empêche que l'Allemagne est venue sur les positions anglaises contre l'avenir de l'Europe. Et c'est toute la question, et vous avez parfaitement raison de le signaler. Là, le véritable sujet qui est devant nous, d'ores et déjà, et pour les 10 ans qui viennent, c'est comment rebâtir, et je dis bien rebâtir, un équilibre dans la relation franco-allemande. Car au fond, ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années, et qui restera dans l'histoire à mon avis, c'est précisément que jusqu'à présent, la reconstruction de l'Europe s'est faite depuis l'après-guerre sur un équilibre, j'allais dire quasiment millimétré, je parle sous le regard du géographe, entre la France et l'Allemagne. D'abord avec un redécoupage géographique et démographique et économique qui allait bien, et puis ensuite, cet formidable élan vers la reconquête des Länder de l'Est, au fond, auquel nous avons tous souscrit avec un enthousiasme. On l'a tous financé. Et, merci de le dire, que nous avons tous financé, et derrière, avec une Allemagne dont on ne dira jamais assez que c'est nous, les Alliés, qui avons rédigé sa constitution, sa loi fondamentale en 1948. Une loi fondamentale qui faisait en sorte que l'Allemagne ne pourrait plus diriger l'Europe, mais en revanche s'intégrerait dans l'Europe. Et aujourd'hui, nous avons laissé filer l'Allemagne devant nous. Lorsque je quitte le gouvernement, je vous donne quelques chiffres. Encore une fois, je les prends uniquement pour un repère historique, j'en tire aucune conséquence. La France est en meilleure situation que l'Allemagne en matière d'endettement à 63% par rapport au PIB, l'Allemagne est à 68%, c'était il y a 5 ans. La France est en meilleure situation que l'Allemagne en termes de chômage à 8,5%, l'Allemagne est à 9,2%. La France est en meilleure position que l'Allemagne en matière d'investissements directs étrangers, à deuxième pays au monde, l'Allemagne est le 8e. Et en 5 ans, il y a eu un basculement complet. On a laissé partir l'Allemagne. L'Allemagne est donc maintenant en situation, et de façon durable. Rappelons-nous que l'Allemagne est quasiment en excédent cette année, et l'année prochaine aussi. L'Allemagne n'a plus de déficit. L'Allemagne a installé dans sa loi fondamentale, en 2016, le retour à l'équilibre des finances publiques. Elle y est déjà 2 ans avant. Et ça n'a pas l'air de gêner sa croissance, contrairement à ce qu'on nous dit. On nous dit que des dépenses publiques en baisse, un budget à l'équilibre, c'est mauvais pour la France. Apparemment, c'est le contraire. 5% cette année. Les derniers chiffres n'étaient pas terribles. Bah, enfin, en Allemagne, ils ont de la croissance et nous n'en avons pas. L'Allemagne était à moins 0,6, on était à moins 0,3. Oui, ça c'est sur le trimestre. Cette année, l'Allemagne sera à 0,9 et nous à 0,2 et nous à 0. Et l'année prochaine à 2% et nous à 1,2. Et ce que je veux dire, c'est que nous avons désormais installé au cœur de l'Europe une Allemagne durablement
leader et moteur économique de l'Europe, et la France qui est en décalage. Il faut reconstruire coûte que coûte un nouvel équilibre entre nos deux pays pour pouvoir précisément maintenir ce socle qui est le fondamental de la construction européenne, faute de quoi ? Faute de quoi ? Mais est-ce qu'il vaut mieux pas, au contraire, quitter le couple franco-allemand pour Hubert, aller vers une Europe communautaire et pour Pour nous appuyer sur les autres pays ? Je pense certainement pas, je pense vraiment pas. Je pense qu'encore une fois, l'Europe a été construite sur ce couple franco-allemand. Je pense que nous ne sommes pas mûrs, ni nous, les Français, ni même les Allemands, pour quitter ce couple franco-allemand. Je pense sincèrement que c'est absolument pas aujourd'hui compatible avec ce qu'a été la construction européenne et ce qu'elle est encore devant. C'est une Europe communautaire à terme quand même. Oui, mais bâtie sur un socle, et ce socle doit perdurer. Hubert Vertas. La semaine dernière a été marquée par le dialogue, si on peut appeler ça comme ça, entre le PDG de Titan, Maurice Taylor, et le ministre Arnaud Montebourg. Est-ce que c'est une anecdote pour vous, ou bien est-ce que ça dit quelque chose des rapports entre un monde économique qui se sentirait tout puissant et un monde politique qui deviendrait tout petit ? Non, je pense sincèrement que c'est une anecdote, et je pense qu'aujourd'hui, un responsable économique ou un responsable politique, quel qu'il soit, doit au fond faire vivre dans son écosystème des contraires. Prenons l'exemple du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il y a quelques années, quelques décennies, on appelait ça, pardon de cet anglicisme, et notamment sur cette radio, le shareholder value, la valeur uniquement pour la recherche de la valeur pour les actionnaires. Eh bien ça c'est fini. Aujourd'hui, un chef d'entreprise doit créer de la valeur pour ses stakeholders, c'est-à-dire ces parties prenantes. Et au fond, il faut faire vivre ensemble toutes ces parties prenantes qui sont légitimes à s'exprimer lorsqu'on est un chef d'entreprise sur votre action. Ce sont bien entendu les actionnaires, mais ce sont les syndicats, ce sont les salariés, ce sont les gouvernements, ce sont les villes dans lesquelles on opère, ce sont les organisations non gouvernementales. Tout ça, ça fait partie du rôle aujourd'hui d'un chef d'entreprise moderne. Et au fond, on voit bien que le président de Titan n'a pas du tout intégré cette dimension-là. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que chacun doit assumer ses responsabilités. Est-ce que les syndicats, notamment, on parle d'un des syndicats sur l'usine dont il était question, à jouer le jeu, à essayer de trouver des solutions? Peut-être pas, mais en tout état de cause, moi, j'estime qu'un chef d'entreprise n'a pas à s'exprimer de cette façon dans un écosystème dans lequel il opère, et en particulier vis-à-vis des acteurs publics. Alors, quant aux acteurs publics, c'est peut-être pas la peine non plus... Bernard Accoyer avait-il raison de considérer que, quelque part, le PDG avait tort, mais que la France ne l'avait pas volé ? Non, on ne peut pas dire des choses comme ça. Il n'est pas le seul, il n'est pas le seul, parce que je vois dans le Figaro de vendredi, Jean-Pierre Le Tartre, le PDG d'Ernst & Young, dans un article dans une tribune qui s'appelle L'envie de France, écrit, je le cite, « L'attractivité de la France aux yeux des investisseurs étrangers est effectivement malmenée. La complexité de son environnement juridique et fiscal, son instabilité et sa rigidité constituent des freins importants pour les investisseurs. » Il faut quand même voir alors, ce que M. Taylor disait d'un mot, les exactement, Français sont trop chers. En gros, il y a toujours l'idée de l'attractivité de la France. Est-ce que notre capacité à attirer des investisseurs du monde entier, qui est donc déterminante pour la création d'emplois futurs, est toujours la même? Mais je ne veux pas trop rester sur cette question-là. Il y a une autre question que je voudrais vous poser, parce que vous êtes un observateur pas seulement de la France, mais de la vie européenne. C'est, est-ce que vous ne pensez pas que la conjonction de deux mauvaises nouvelles qui interviennent ce week-end, d'une part la capacité par la France de maîtriser réellement sa dépense publique dès cette année, et l'incapacité de l'Italie, qu'on va voir hélas demain, à accoucher d'un gouvernement cohérent. Les résultats ne sont pas donnés. Oui, mais enfin, ça risque de faire deux très mal. Est-ce que ça risque pas de relancer la crise de l'euro en laissant entendre que décidément les Européens sont incapables de régler leurs problèmes? Non, Thierry Breton. Je ne crois pas que ces deux événements vont aujourd'hui fragiliser plus qu'il n'en est l'euro pour deux raisons. D'abord, on a mis sur pied des mécanismes d'ajustement qui commencent à fonctionner et qui ont clairement calmé aujourd'hui la pression et la pression spéculative sur l'euro. Et je ne crois vraiment pas que ces deux éléments vont le remettre en cause. Ils sont de nature tout à fait différente. Le premier, c'est la Commission européenne qui indique à la France, et pour moi, l'élément très important de la semaine dernière, c'est pas tellement le fait qu'on ne va pas tenir ces fameux moins 3% cette année, c'est que l'année prochaine, on va, au contraire, aggraver la situation. Ça, c'est l'élément extrêmement important qui met finalement la France devant ses responsabilités, et notamment le Parlement, car je vous rappelle qu'à partir du mois d'avril, le Parlement va devoir discuter du plan à 3 ans
qui va être proposé à Bruxelles, mais d'abord discuté au Parlement, sous le regard de qui ? De M. Didier Migaud, toujours le même, qui sera le président du Haut Comité des finances publiques. Et donc, pour revenir à ces moins 3% l'année prochaine, peut-être même moins, comme le dit en filigrane M. Olli Rehn, en disant finalement il faudra qu'on soit clairement en dessous de moins 3%, ça veut dire implicitement qu'il met en garde la France et qu'il lui dit c'est pas 10 milliards d'économies qu'il faudra faire l'année prochaine, mais en fait 20 milliards quand on lit. Et ça, c'est l'élément très important. Alors, c'est assez curieux parce que nos politiques, finalement, ont eu l'air d'être soulagés, encore une minute, monsieur le bourreau, soulagés de dire on a échappé aux 3% cette année, oui, mais regardez ce qui nous arrive l'année prochaine. Et là, on voit bien, encore une fois, le rôle... Mais qui nous dit que nous y parviendrons davantage? Et là, on voit bien, et vous me retirez la phrase de la bouche, et là, on voit bien le rôle de nos politiques, aujourd'hui, nos hommes politiques, on parlait des consciences tout à l'heure. La croissance. Redonner une vision à moyen terme, parce qu'on ne pourra pas continuer à diriger un pays en disant tous les ans, eh bien, mes chers compatriotes, cette année, c'était moins 3%, l'année prochaine, ce sera à... moins 3,2, mais l'année d'après sera de nouveau moins 3. On ne peut pas diriger une collectivité comme ça. En ce qui concerne l'Italie, c'est tout à fait différent. Et je pense que l'Italie a on le disait tout à l'heure, du reste, l'une de vos correspondantes le rappelait, l'Italie a cette espèce de magie de mettre ensemble des contraires. Moi, je pense qu'au fond, M. Bersani, qui est un homme que je connais bien et qui est très... qui a une conscience aiguë de ce dont on vient de parler, saura certainement poursuivre les réformes de M. Monti, et il y aura peut-être un arrangement avec M. Monti, qui peut-être, lui, se verra proposer la présidence de la République. Et au fond, on va trouver un système qui va globalement plutôt fonctionner. Et rappelons-nous que 85% de la dette italienne est à la main des institutions italiennes, et que donc finalement, on va trouver une sorte d'accord entre les créanciers d'Italie, qui sont eux-mêmes, contrairement à nous, les forces politiques de centre-gauche et de centre-droit. Nous arrivons quasiment au bout de l'émission. Thierry Breton, quelques questions d'ordre politique. Les Échos a annoncé que vous faisiez partie d'un contre-gouvernement qui serait celui de Jean-Louis Borloo, ministre de l'économie, d'un shadow cabinet. C'était les Échos qui a annoncé ça à la fin de l'année dernière. Où êtes-vous? Une réunion un mercredi par mois, en sentant que Thierry Breton ferait son retour en politique. Alors vous avez beaucoup cité les Échos ce matin. On aime bien les Échos. Je vais donc citer l'Express, puisque l'Express de la semaine prochaine démentait cette information. Ah. Alors, non, voilà. Donc, c'était l'Express de la semaine d'après cette information. L'Express ou les Échos, d'accord, mais donc vous dites quoi? Eh ben moi, c'est moi qui l'avais démenti dans l'Express, donc voilà, je le dément. Non pas, encore une fois, que ce soit indigne, c'est formidable, non pas que Jean-Louis Borloo soit pas quelqu'un que j'aime beaucoup, et que les idées qu'il défend sont des idées qui me semblent intéressantes, mais je suis aujourd'hui chef d'entreprise, donc je ne fais partie d'aucun shadow comité, cabinet de quelque sorte que ce soit, et donc j'ai démenti cette information. Vous êtes chef d'entreprise, on le sait, est-ce que la vie politique vous intéresse toujours? Bien entendu, quand on a été un acteur public, on est passionné par définition par son pays, et donc bien entendu, tout ce qui se passe et toutes ces questions, vous l'avez entendu du reste ce matin, sont des questions qui me semblent absolument essentielles pour notre pays. Ça m'intéresse, ça aussi, ça donc guide. Je vais pouvoir vous poser deux petites questions. Ça guide mon action de chef d'entreprise, Je vous donne pas un petit exemple, je vais parler une seconde de mon entreprise, si vous le permettez. Lorsque j'ai pris la tête d'Atos, vous le rappelez tout à l'heure, l'un des acteurs majeurs de l'informatique en Europe, l'une de mes premières actions, ça a été d'essayer de me rapprocher de l'Allemagne, et je suis très heureux d'avoir fait, il y a maintenant près de 2 ans, une acquisition avec toute la partie informatique de Siemens. Nous avons intégré 30 000 ingénieurs informaticiens, et on est la première entreprise maintenant. Vous avez un chiffre d'affaires annuel de 8,6 milliards d'euros. Absolument, et derrière, notre premier pays, c'est l'Allemagne, et j'en suis très, 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 très heureux, parce qu'encore une fois, il faut être, quand on est une entreprise européenne, on a évolué, on est passé statut de société européenne, il faut être présent sur tous les pays, et en particulier en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, c'est le cas aujourd'hui. Bien, je vais essayer de vous poser mes 2 petites questions politiques, une pour le Parti Socialiste, pour la gauche, il nous reste 5 minutes, vous y allez. Une pour la droite. Alors on a... Bon, mais... Allez, ne soyez pas trop long dans vos réponses. Quand François Hollande annonce qu'il va inverser la courbe du chômage avant la fin de l'année, est-ce qu'il fait une grosse bêtise, à votre avis? Je pense que vous allez dire oui, parce que, comme vous nous expliquez depuis tout à l'heure qu'il faut prendre du temps, lui, il se met une échéance là. Vous savez, les chiffres, moi en économie, et surtout quand on gère des masses aussi importantes que celles dont on vient de parler, en particulier de l'endettement et de ses conséquences, les chiffres sont assez lisibles.
possible. Ce que l'on vient de dire et d'annoncer sur la baisse de la croissance de la France, je rappelle que le budget avait été conçu avec une croissance à 0,8% en 2013. On vient de nous dire qu'elle sera au mieux à 0,2%. Ça veut dire immédiatement 160 000 chômeurs de plus. C'est pas moi qui parle, c'est l'UNEDIC ou l'FCE. Donc ça, c'est 160 000 chômeurs de plus. Pardon de le dire aussi crûment, parce que derrière, c'est des hommes et des femmes dont il s'agit, mais les chiffres sont terribles. Donc Hollande fait une sottise politique. Ce n'est pas fini. Vous avez en plus, précisément, avec cette croissance qui ne vient pas, on se rappelle que pour pouvoir recréer de l'emploi en France, il faut faire plus que la croissance potentielle. On ne sait plus trop où elle est. On pense qu'elle est à 1,6. À mon avis, elle est en dessous de cela. On est très loin de cela. Ça veut dire 100 000 jeunes qui ne vont pas trouver aussi d'emploi cette année. On est donc à 250 000 aujourd'hui, 250 000 chômeurs de plus. C'est la lecture de ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, la confirmation de la Commission européenne nous indique donc maintenant qu'on sera effectivement à 260 000 chômeurs de plus cette année, c'est-à-dire, elle le dit du reste, aux alentours de 17-18% de chômage. Et l'année prochaine, ça va continuer à monter. On sera à 11% vraisemblablement. Donc, on voit bien, là encore une fois, les contradictions quand on est sur du trop court terme. On voit bien que, y compris pour que l'action politique ait un sens, il faut se redonner de la durée. Car si jamais on est uniquement sur l'événement à 3 mois, à 6 mois, même à 1 an, on est sûr de se tromper. Et quelque part, de tromper ses électeurs. La deuxième question politique, elle concerne la droite. On parle beaucoup du retour de Nicolas Sarkozy. Ses amis ont organisé une réunion à sa gloire. C'était mercredi dernier, je crois. Hier soir, on a aussi vu François Fillon à la télévision. Le retour de Nicolas Sarkozy, s'il devait se confirmer, pour vous, est-ce que ce serait une bonne nouvelle? D'abord, je crois là aussi, vous m'interrogez, je sors peut-être de ma condition de chef d'entreprise, mais ceci dit, la droite doit se reconstruire, c'est une évidente. On ne perd pas, je ne sais plus combien, 5, 6, 7 élections d'affilée, uniquement parce que c'est la faute à pas de chance et qu'on les a presque gagnées. Non, on les perd parce qu'il s'est passé quelque chose. La droite doit donc tirer le bilan de ce qui s'est passé. Et ce bilan passe évidemment par le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Faire l'inventaire. Mais c'est une évidence. Tant qu'on n'aura pas fait cet inventaire, la droite ne pourra pas se reconstruire. Or, nous avons besoin d'une droite qui s'exprime. Nous sommes en démocratie. Il faut absolument avoir un discours qui puisse être un discours d'opposant crédible et constructif. Ça passe automatiquement par un devoir d'inventaire. Je suis de ceux qui pensent que ce devoir d'inventaire montrera que le quinquennat précédent a été un quinquennat qui, loin s'en faut, n'a pas eu que des succès. Et les Français en ont tiré les conséquences. Je pense que si jamais ça se représentait, ils en retiraient les mêmes conséquences. Donc la droite doit se reconstruire différemment. Une dernière question encore. Que pensez-vous, au fond, de la nomination notamment de Ségolène Royal à la vice-présidence de la Banque publique d'investissement? Et plus généralement, mettez-vous beaucoup d'espoir ou non dans cette Banque publique d'investissement? Chez nos amis d'Europe 1, François Barouin compare cette BPI, que dirige Jean-Pierre Jouyet, à un enfant mal né. Alors sur la première question, vous me pardonnerez cette réponse extrêmement rapide, mais je vois que l'heure tourne. Rien. Je n'en pense rien. Sur la nomination de Madame Royal à cette qui est une amie de 30 ans de Jean-Pierre Jouyet, vice-président, qui lui-même est un ami de 30 ans du couple, oui. Mais 30 ou 40 ans. Oui, mais bon, je n'en pense rien parce qu'au fond, je ne suis pas sûr que ce soit l'élément le plus essentiel. Mais alors la BPI en tant que telle? La BPI en tant que telle, on voit bien que ça va être extrêmement difficile. Ça fonctionne évidemment, ça va fonctionner parce qu'il y a déjà des institutions qui fonctionnaient. On rappelle tous le travail d'Oseo qui a été un travail qui est extrêmement actif et efficace. Bon, voilà, c'était aussi, puisque vous êtes des turiféraires exigeants des mesures présidentielles, ça devait figurer dans l'une des X mesures du candidat. C'était peut-être la première même. Hein. C'était au tout début en tout cas. Alors celle-ci, Brice Couturier nous le dira, celle-ci a été tenue. On verra sur son efficacité économique ce que ça donne. Merci Thierry Breton d'avoir accepté notre invitation au matin.